Voilà quoi, il y a des choses, tu te dis, par exemple si je vous dis ce soir ici, racine carrée de 25, vous dites 5, ok, et alors? Alors ça, c'est quand même une grande question qui revient assez souvent d'ailleurs, que ce soit à titre personnel ou dans le débat public aussi parfois, c'est à quoi ça peut bien servir de faire des mathématiques et de les étudier. Parce qu'apparemment, c'est quand même une matière qu'on utilise quasiment jamais dans la vie de tous les jours. La vérité, c'est que dans la vie quotidienne, les maths ne servent à rien. Aïe! Strictement à rien. Et là, dites-vous que c'est quand même un ancien ministre de l'Éducation nationale qui parle, donc bon, c'est vous dire si les mathématiques ont la cote. Mais remarquez qu'apparemment, M. Ferry n'a pas complètement tort sur le fait que, dans la vie de tous les jours, les mathématiques qu'on apprend à l'école ne servent apparemment à rien. Enfin, ça sert juste à une infime partie de la population. Aux chercheurs, aux physiciens, aux ingénieurs, aux architectes peut-être, aux profs de maths sûrement. Faut bien qu'ils perpétuent aussi l'espèce, ces gens-là. Mais sinon, le reste de la population, pas besoin des maths. Ça semble évident. Le truc, c'est que ça semble évident et que les mathématiques ne servent apparemment à rien. Et je pèse ce mot d'apparemment parce que, comme on va le voir, il s'agit bien d'une apparence bien trompeuse et sacrément tenace. Alors déjà, historiquement, il faut le noter, à l'origine, les mathématiques, elles sont sans doute apparues pour répondre justement à un besoin d'utilité. Quoi ? Parce que l'origine des maths, très certainement, ça a été une réponse à la nécessité de compter. Compter, c'est vraiment ça la racine des maths. Parce que compter, ça a été pour les hommes extrêmement utile. Par exemple, compter le nombre de bêtes dans un troupeau pour savoir combien il en reste, pour être sûr qu'il n'y en ait pas une qui se soit barrée, pas compter la quantité de provisions qui reste, bien plus tard aussi compter le nombre de jours qu'il y a dans une année pour réussir à comprendre et à prédire quand les saisons vont arriver, etc., quand est-ce qu'il va faire froid, machin. Et en fait, la capacité de compter, c'est même tellement utile que ça a sans doute même été un avantage de survie dans l'évolution. Et pas que pour les hommes d'ailleurs. Parce que cette capacité de compter, elle n'est pas du tout exclusivement humaine. Mais alors, mais vraiment pas, quoi. Il y a beaucoup d'espèces animales qui savent très bien compter. Par exemple, dans la savane, si une harde de 3 lions entend et distingue les rugissements de 4 lions dans un groupe voisin, ils se taillent. Ils sont en sous-effectif et ils le savent. Parce qu'ils réussissent à compter et à comparer les quantités. Vous retrouvez ça aussi chez les poissons, chez les épinoches et les gambusiers par exemple, qui sont capables de distinguer super rapidement et efficacement le banc de poissons qui possède le plus de membres. Vous avez aussi les chimpanzés qui sont capables de faire des additions et des perroquets qui sont aussi très bien capables de compter. 8, 8, 8. Et donc sans doute que compter, c'est peut-être en fait une capacité assez naturelle et répandue même dans le règne animal, comme on l'a vu. Et donc cette capacité, puisqu'elle existe encore chez les animaux, elle a sans doute été utile, comme on l'a dit, pour la survie dans la nature. Bon. Mais on peut remarquer aussi autre chose, c'est que du coup cette capacité de compter, ça ne demande a priori pas des cerveaux super développés ou complexes comme celui d'un humain adulte par exemple. Preuve en est qu'un enfant humain en bas âge, il a déjà cette capacité de compter des objets. Et pour les compter, qu'est-ce qu'il fait? Il récite en même temps ce qu'on appelle une comptine. 1, 2, 3, 4, etc. Parce que étymologiquement, compter et comptine, c'est la même racine. Ça vient du verbe latin computare, qui a d'ailleurs aussi donné computer en anglais. Et computare en latin, ça signifie non seulement compter, mais aussi énumérer. Et donc, le fait de compter, étymologiquement, c'est le fait d'énumérer et donc de réciter aussi cette fameuse comptine là, 1, 2, 3, 4, etc. Bon. Et ce qui est assez remarquable, c'est que tous les peuples primitifs du monde, puis les civilisations plus tard, sans se concerter, ils ont tous développé cette faculté de compter en créant des systèmes pour compter justement, mais de façon efficace. D'abord, en premier lieu, on a compté sur les parties du corps, et avec les doigts en premier lieu, bien sûr. C'est pour ça que nous, aujourd'hui, d'ailleurs, on compte en base 10. C'est-à-dire qu'on compte par paquet de 10. Vous avez 10, 20, 30, 40, etc. C'est parce qu'on a 10 doigts et qu'on compte sur nos 10 doigts, en fait. Voilà, c'est eux qui forment nos paquets. On appelle ça le système décimal, le fait de compter par paquet de 10. Mais il y a d'autres systèmes qui ont existé dans d'autres régions du monde. Par exemple, en Égypte, au Moyen-Orient ou en Roumanie aussi. Eux, ils comptaient en base 12. C'est-à-dire qu'ils comptaient par paquet de 12. Ça s'appelle le système duodécimal. Et ça vient des phalanges qu'on a
sur ces 4 doigts là, vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, vous voyez. Alors on compte pas les phalanges du pouce, hein, parce que c'est lui qui sert justement de curseur pour compter les autres phalanges des doigts. Bon bref, mais vous voyez. Mais ça fonctionne quand même assez bien, c'est très efficace. Bon. Notez d'ailleurs qu'à la Révolution française, on a failli adopter un système duodécimal, hein, quand l'Académie des sciences a décidé d'unifier les systèmes des poids et des mesures. Bon, ça s'est pas fait finalement, c'était trop compliqué, on a utilisé un système décimal en fin de compte, mais notez que parmi ceux qui ont proposé le système biodécimal, il y avait quand même Lavoisier et Condorcet, hein. Donc c'est pas rien, hein. Et d'ailleurs, ce système biodécimal, ça nous est bien resté, hein, notamment dans notre calendrier de 12 mois, dans les heures d'une journée, on a 24 heures, soit 2 fois 12 heures. Pareil pour les signes du zodiaque, il y en a 12, mais aussi plus prosaïquement pour compter les huîtres ou les œufs. On raisonne comment? On raisonne par douzaine ou demi-douzaine. Au supermarché, quand vous allez acheter des œufs, les boîtes d'œufs, c'est souvent des boîtes de 6 ou des boîtes de 12. C'est des paquets de 12 œufs, donc une douzaine d'œufs ou une demi-douzaine d'œufs. Voilà. Mais il y a encore d'autres systèmes, les Mayas, les Aztèques, les Celtes et les Basques. Alors eux, ils comptaient aussi avec leurs orteils. Et donc, ils comptaient en base 20. C'est-à-dire qu'ils comptaient par paquet de 20. Bon, ça nous est pas resté en revanche. Mais parallèlement à ça, le fait de compter par paquet avec nos parties du corps, les humains ont aussi développé la capacité de compter avec des objets externes à eux. C'est-à-dire que, par exemple, pour compter le nombre de bêtes dans un troupeau, pour s'en souvenir, etc., les humains, plutôt que d'utiliser leur partie de corps, ils ont utilisé, par exemple, des cailloux. C'est-à-dire que chaque caillou représentait une bête. C'est plus facile pour s'en souvenir, comme ça on a des cailloux avec nous, voilà, c'est pratique. Et c'est marrant parce que le mot même de calcul, étymologiquement en latin, ça vient justement de calculus, qui veut dire en latin caillou. Voilà, calculus, c'est assez marrant. Et des supports matériels pour compter et se rappeler certaines quantités de bêtes ou autres, les humains en ont depuis plus de 30 000 ans. Depuis plus de 30 000 ans, la plus ancienne qu'on ait retrouvée, c'est un péroné de babouin avec 29 encoches dessus. Elle a été trouvée au Swaziland, en Afrique australe. Alors remarquez que ça n'est pas encore de l'écriture à proprement parler. Ça, hein. Ce sont juste des encoches qui ont du coup la même fonction que des cailloux pour compter par exemple. Alors même si ça c'est déjà complètement dingue comme étape dans l'histoire de l'humanité, ce qu'il est peut-être encore plus, c'est lorsqu'il y a eu l'alliance ou le mélange, si vous voulez, entre le fait de compter par paquet, de 10, de 12, etc., et l'utilisation d'objets physiques externes, c'est-à-dire pas les parties du corps. Parce que lorsque vous mettez les deux ensemble, alors là, vous arrivez à quelque chose qui s'est produit entre autres à Elam, près du golfe Persique, c'est que au lieu de compter des cailloux un par un ou des encoches un peu bêtement, voilà, ou de compter sur vos doigts par paquet, les humains se sont mis à utiliser des objets de différentes tailles pour représenter différents paquets. Par exemple, un petit bâtonnet pour représenter une unité, une bille plate pour représenter une dizaine, une boule pour représenter une centaine, etc. etc. Voilà. Et ça c'est complètement dingue quand on y pense. C'est complètement dingue parce que dans l'histoire de l'humanité, ça a permis à l'humain de développer de façon hyper puissante une faculté, une capacité, on pourrait même dire un art proprement humain, et dont aucun autre animal sur Terre ne dispose, c'est ce qu'on appelle le dénombrement. Et ça, vous allez voir, mais ça c'est juste, mais c'est miraculeux comme truc. Par exemple, je sais pas, imaginez qu'il ait fallu à un moment donné, je sais pas moi, savoir quelle quantité de blé ou d'orge on avait récolté. Voilà le problème. Bon, là, compter les graines une par une comme ça, voilà, ce serait juste beaucoup, mais beaucoup trop long, quoi. Et on peut tout à fait le dire, c'est un peu bourrin comme méthode. Donc plutôt que de faire ça, ce qu'on peut faire, c'est fabriquer par exemple un sac qui peut contenir, disons, allez, jusqu'à 1000 graines, voilà, disons 1000 graines par sac, c'est bien. Et dès que vous remplissez un sac, hop, vous mettez un petit bâtonnet de côté pour représenter une unité. Deuxième sac, hop, deuxième bâtonnet, etc. Jusqu'au 10e sac. Et là, vous mettez une bille plate à la place des 10 bâtonnets, voilà, pour représenter une dizaine. Et si à la fin, mettons que vous avez 3 billes plates et 2 bâtonnets, ça veut dire que vous avez rempli 30 plus 2 sacs, soit 32 sacs. Et donc que vous avez 32 fois 1000 graines, c'est-à-dire 32 000 graines. Et ça, c'est complètement dingue. C'est complètement dingue parce qu'on n'a pas compté les graines une par une. Vous imaginez le temps qu'il aurait fallu s'il avait fallu qu'on compte toutes les graines. Là, on peut dire, il y a 32 000 graines à peu de choses près. Et on ne les a pas comptées. Et je pèse ce mot, on ne les a pas comptées.
On les a dénombrés, c'est-à-dire qu'on a réussi à déterminer le nombre de graines qu'on avait récoltées sans avoir à les compter. Et ça, c'est fort, ça, c'est super fort. Alors en mathématiques, pour être rigoureux, dénombrer, c'est réussir à déterminer le nombre d'éléments d'un ensemble qu'on appelle son cardinal. Mais bon, ça, c'est pas très important, hein. Ce qui est important, c'est que c'est un principe vraiment balèze. Alors on a aussi fait intervenir ici le principe et l'opération de la multiplication. C'est pas anodin du tout, mais bon, passons. En revanche, il faut noter que le dénombrement et toutes les facultés de comptabilité qui vont avec, ça reste quand même des capacités qui ont eu historiquement une visée utilitaire. C'est-à-dire que c'était vraiment utile pour compter efficacement. C'était pratique comme un outil, quoi. Par exemple, c'était le cas en moins 3000 pour l'agriculture en Mésopotamie, qu'on considère d'ailleurs comme l'un des premiers berceaux des mathématiques. Mais le truc, c'est qu'il y a un moment donné dans l'histoire de l'humanité où les humains se sont mis à écrire. Et ça dans plein de régions différentes du monde. Et avec cette invention d'écriture, pour symboliser des mots et des sons d'abord, les humains ont eu l'idée ensuite de symboliser aussi les nombres même. C'est-à-dire qu'au lieu d'utiliser des bâtonnets, des billes plates et des petites sphères, donc des objets physiques pour représenter des nombres, les hommes ont inventé et utilisé des symboles écrits. Plus tard d'ailleurs, ils ont aussi utilisé les lettres de leur alphabet pour symboliser les nombres comme les Romains par exemple. Et notez que là, on n'est pas du tout, mais alors pas du tout, avec le principe des encoches de tout à l'heure. Parce qu'avec les encoches, on était face au même principe en fait qu'avec les cailloux. Chaque encoche représente un objet. Par exemple, une bête dans un troupeau, c'est ce qu'on appelle le système de correspondance terme à terme. Une encoche égale une bête. Voilà, c'est simple comme ça. Alors que là, avec l'invention et le développement de ces symboles écrits, on n'est plus du tout dans de la correspondance terme à terme. Parce que le symbole se suffit à lui-même. Et ça a boosté d'une force mais monstrueuse le passage progressif à une logique mathématique abstraite. C'est ça qui est prodigieux dans l'histoire de la pensée humaine. C'est que l'humain est progressivement passé du monde matériel, physique, concret, au monde de l'abstraction mathématique. Les mathématiques se sont détachées du monde physique. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, historiquement, où l'homme est passé de une pomme plus une pomme égale 2 pommes, ou une banane plus une banane égale 2 bananes, à 1 plus 1 égale 2. Et ça, mais c'est un pas monstrueux et incroyable dans l'abstraction mathématique, et qui n'est pas du tout évidente d'ailleurs. Par exemple, chez les enfants en bas âge, parfois c'est une étape charnière et un peu délicate. Vous voyez, au début, on est obligé avec les enfants de les faire raisonner, je ne sais pas moi, mais avec des bonbons par exemple. Vous voyez, on les fait raisonner avec des bonbons. On connaît tous ce truc, là, j'ai 5 bonbons, on m'en donne 3, combien j'ai de bonbons à la fin? J'ai 8 bonbons. Parce que 5 bonbons plus 3 bonbons, ça fait 8 bonbons. Voilà. Et ça, c'est la base du calcul, hein. C'est le fait de raisonner avec des réalités matérielles, comme des bonbons ou des cailloux, comme on l'a vu avec l'étymologie même du mot calcul. Mais après, quand il grandit, l'enfant, il réussit à s'extraire, à extraire son esprit de la contingence matérielle, et à un moment donné, il arrive à ne plus raisonner avec des bonbons ou des bananes ou je sais pas quoi, mais il raisonne juste et simplement avec 5 plus 3 égale 8. Mais 5, 3 et 8, quoi exactement? Ça, c'est une question que les enfants posent parfois justement quand ils sont en train de franchir ce pas de l'abstraction. Et remarquez, c'est pas du tout évident de leur répondre parce que ce sont des nombres. Ce sont des nombres. Et les nombres, ça ne se rattache à rien, entre guillemets. Ça ne se réfère à rien de matériel, à aucune matérialité réelle, en tout cas, vous voyez ce que je veux dire, à aucune réalité physique, quoi. C'est d'ailleurs une question assez énormissime en philosophie, hein. Ça, réussir à définir ce que c'est qu'un nombre, c'est sacrément balèze, hein. C'est pas évident du tout. Est-ce qu'un nombre existe vraiment? Qu'est-ce que c'est? C'est pas évident. En tout cas, il y a un moment dans l'histoire où les nombres ont été considérés en tant qu'abstraction pure par les humains et ont été notés en plus sous forme de symboles écrits. Mais mieux encore, c'est que ce phénomène est apparu dans plein de régions différentes du monde, alors que ces régions n'avaient juste rien à voir entre elles à l'origine. Elles ne se sont pas concertées. On peut penser aux Sumériens, aux Indiens, aux Chinois ou aux Grecs, évidemment. Et tous, ils avaient leurs symboles propres, différents, distincts, particuliers, mais pour désigner des abstractions mathématiques absolument identiques. Et là où ça commence à devenir presque flippant et affolant, c'est que toutes ces civilisations, sans se concerter, ou très peu, par quelques influences évidemment, mais sans se concerter, ces civilisations ont utilisé ces symboles en tant qu'abstraction pure, comme briques élémentaires, et elles ont construit des maths. Elles ont construit des mathématiques, mais juste hallucinantes.
Elles sont allées mais vraiment bien au-delà de simplement compter des graines ou des bestiaux. Hein. Et quand je dis bien au-delà de ça, c'est vraiment bien au-delà. Hein, parce que à partir de ces abstractions premières, que sont les nombres, eh bien toutes ces civilisations ont développé des mathématiques, des raisonnements mathématiques, mais à des niveaux de complexité et d'abstraction, mais complètement fous, auxquels on n'aurait jamais pu s'attendre, a priori. C'est complètement fou ça. En gros, ces civilisations, elles ont développé les maths pour les maths, sans avoir la volonté qu'il y ait d'application concrète dans le monde physique derrière. C'est quand même assez remarquable ça. Et ce qui est marrant aussi, c'est que ces différentes civilisations, elles sont arrivées parfois à établir des résultats et des propriétés identiques, encore une fois, sans se concerter. Par exemple, le fameux théorème de Pythagore, il était connu et utilisé un millénaire avant lui dans l'ancien empire babylonien. Donc je vous mettrai l'article en description si vous voulez aller le lire. Ou bien on peut aussi penser au fameux triangle de Pascal qu'on utilise énormément en mathématiques et qui porte son nom aujourd'hui d'ailleurs. Bon, ce triangle, Pascal il l'a sorti en 1654 dans son traité du triangle arithmétique. Mais en fait, ce triangle de nombres, il était déjà connu, mais bien avant, en Orient et au Moyen-Orient, plusieurs siècles avant Pascal. Par exemple, il était connu des mathématiciens persans, comme Al-Karaji au XIe siècle, et aussi des mathématiciens chinois, comme Jia Qiang au XIe siècle aussi. Et ça, alors pas le fait que les civilisations aient trouvé des résultats similaires, mais le fait que ces différentes civilisations aient développé comme ça des mathématiques abstraites à ce point, sans se concerter, c'est vraiment bizarre quand même. Parce que ces mathématiques-là, complètement abstraites et détachées du monde physique, elles ne servent pas à grand-chose. Enfin, en tout cas, pas dans la vie de tous les jours. Moi, je peux vous dire, j'enseigne les mathématiques et je n'utilise jamais de trigonométrie dans la vie de tous les jours. Voilà. Et pourtant, malgré ça, les mathématiques se sont développées partout, dans toutes les régions du monde, historiquement, et à des niveaux de complexité et d'abstraction parfois complètement dingues. Alors pourquoi? Et aussi, pourquoi est-ce qu'on les a autant enseignées dans toutes ces civilisations jusqu'à aujourd'hui? Là, on pourrait se dire, comme au début, en fait, c'est parce que pour certains métiers, il y en avait besoin. Et puis, pardon, mais les types dont on a parlé là juste avant, genre Pascal, Al-Karaji ou Jia Qiang, ils étaient mathématiciens, ceux-là. Donc bon, oui et non, en fait. Hein, parce que même historiquement, dans chacune de ces civilisations, plus ou moins, les mathématiques n'étaient pas enseignées exclusivement qu'à ceux qu'on destinait pour devenir ingénieurs ou autres, mais elles étaient enseignées à tous les individus de la société dont on voulait qu'ils aient une bonne éducation. Et encore une fois, ces civilisations ne se sont jamais concertées là-dessus. Du coup, il y a sans doute une anguille sous roche là. Ça faisait déjà partie du tronc commun à l'époque, c'était pas une spécialisation. Par exemple, pour les petits Grecs, l'étude des mathématiques et de la géométrie, c'était fondamental et obligatoire. On peut se rappeler d'ailleurs que Platon a fait écrire cette fameuse phrase à l'entrée de son académie, que nul n'entre ici s'il n'est géomètre. Que nul n'entre ici s'il n'est géomètre. Comme si la géométrie, mais aussi les mathématiques par extension, étaient nécessaires pour pouvoir apprendre quoi que ce soit d'autre à l'Académie de Platon. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce que les maths sont enseignées partout dans le monde depuis des siècles, depuis même des millénaires? Alors que, comme le dit si bien M. Ferry, les mathématiques ne servent à rien dans la vie de tous les jours. La vérité, c'est que dans la vie quotidienne, les maths ne servent à rien. Et ça, c'est ce que nous allons essayer de voir dans les prochains épisodes.